Quel beau sujet pour démarrer la journée, comment réussir la révolution du Green New Deal. Donc, avant de passer la parole à Dominique et à ce formidable panel, j'introduis avec 3 points que je soumets à votre sagacité pour démarrer les débats. Le premier, c'est évidemment cette formidable prise de conscience, l'accélération de cette prise de conscience de la part des entreprises, des pouvoirs publics, de nous comme citoyens consommateurs, de la gravité de la situation écologique, de l'importance de construire et de transitionner vers une économie bas carbone. C'est au cœur des plans de relance, ça influe nos comportements quotidiens de consommateurs, de citoyens. Et si je me tourne vers le monde de l'entreprise, je n'ai pas refait le compte récemment, mais plus de la moitié du CAC 40 et une bonne partie d'entre nous ont des objectifs aujourd'hui très clairs de neutralité carbone qui s'échelonnent en fonction des domaines entre 2030 et 2050. Et on est bien passé du pourquoi au comment. Donc c'est la bonne question qu'on traite aujourd'hui, c'est comment on arrive. C'est évidemment un sujet de direction générale, c'est un sujet de conseil d'administration et l'entreprise aura un rôle majeur à jouer. J'ai retenu le mot de Laurence, allié indéfectible de cette transition. C'est mon premier point. Le deuxième point, en 2013, Accenture disait « l'entreprise va devenir ou doit devenir digitale ». Aujourd'hui, on dit « l'entreprise doit devenir scientifique ». Évidemment, la technologie aura un rôle majeur à jouer dans cette transition et on sera ravis d'ailleurs de jouer ce rôle-là aussi. Elle aura d'abord ses propres défis à adresser dans sa feuille de route décarbonée. Et elle jouera un rôle sur l'optimisation, la lutte contre les gaspillages dans les chaînes logistiques, dans les chaînes de production qui sont des problèmes à l'échelle mondiale très complexes et qui sont en plus complètement bouleversés par la géopolitique ou par d'autres événements, dont des événements climatiques d'ailleurs. Donc, grande importance de la technologie dans la lutte contre les inefficacités. C'est quand même quelques points de PIB mondial. La technologie nous aidera à piloter, à monitorer cette transition. Elle nous aidera surtout à déployer très rapidement des solutions, à les mettre dans la main des utilisateurs. C'est une de ses forces, avec ce qu'on appelle ces économies de plateforme. Mais au fond du fond, c'est bien la science qui nous sortira de cette ornière. C'est elle qui va nous faire progresser sur l'efficacité énergétique, sur l'électrification de la France ou de l'Europe, sur les nouvelles formes d'énergie, sur les nouveaux matériaux. Je donne 2 exemples. Le groupe L'Oréal, il y a 3 semaines, a annoncé qu'à 10 ans, c'est rien du tout à l'échelle d'une entreprise, que 95% de ses produits seront d'origine végétale ou renouvelable. On parle bien ici du cœur de l'offre. Et hier soir, en dînant avec une représentante éminente du groupe Legrand, elle me racontait la dernière innovation qui est sortie ou qui vient sortir d'un interrupteur qui fonctionnera sans pile et sans fil. C'est ça ce que j'appelle l'entreprise scientifique. Et mon troisième point, c'est pour que réussir cette entreprise scientifique, il va falloir qu'on travaille différemment et il va falloir qu'on travaille ensemble. Parce que ce n'est pas nos propres budgets à chacun de R&D qui pourront nous sortir de cette ornière, surtout quand on se compare aux GAFA
dont les budgets de R&D s'élèvent en plusieurs dizaines de milliards, c'est bien en travaillant ensemble qu'on pourra réussir à construire cette économie décarbonée, en s'alliant avec des partenaires, le fameux écosystème, avec des concurrents aussi, en faisant des partenariats publics-privés et en combinant tous nos savoir-faire à l'échelle européenne, bien sûr, également. Donc, pour introduire ce débat, je pose 3 mots. L'entreprise sera scientifique, la technologie et le digital serviront d'accélérateur et pour travailler, il va falloir travailler, pour réussir, pardon, il va falloir travailler ensemble. Je pense que c'est la seule solution. Dominique. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors j'invite Olivier à nous rejoindre. Laurence Toubiana a bien évidemment dressé le constat. La bonne nouvelle face aux défis climatiques, c'est que, s'il faut en trouver une, c'est que ce que nous avons vécu avec le Covid montre que l'humanité peut déplacer la ligne pour répondre aux questions. Beaucoup de choses ont été faites, des moyens considérables ont été dégagés, les banques centrales bien sûr, les États, des choses qui paraissaient impossibles, des défis qui paraissaient impossibles à relever, ont été relevés. Ça nous dit quand même que sur le climat, il y a des possibilités, il y a des leviers d'action. Mais évidemment, il y a 3 questions qui se posent, et Olivier vient de les évoquer après Laurence Toubiana. La première question, c'est évidemment que la priorité, c'est la décarbonation de notre économie. Nous avons tendance, nous, dans les milieux économiques, à dire « la technologie va résoudre le problème ». Jusqu'à quand, jusqu'à quel moment, jusqu'où? Est-ce que c'est vraiment le cas? Nous ne sommes pas obligés, et dans le panel, nous allons évoquer cette question, nous ne sommes pas obligés de penser que oui, la technologie va résoudre tous les problèmes. Or, nous avons tendance à le penser. Plus les années passent, plus on voit, je pense au domaine aérien, hein, on pense évidemment à celui-là, mais il y en a d'autres, la technologie ne répondra pas forcément à toutes les questions en temps utile. Ce que nous a dit Laurence Toubiana, c'est nous avons 9 ans. Les engagements à 2050, c'est très bien, mais c'est effectivement, quand on parle aux gens du GIEC, c'est vraiment très sérieusement, nous avons 9-10 ans, pas plus. Et c'est maintenant que ça doit se passer. Donc il y a un problème de délai. Et donc peut-être que l'économie va devoir évoluer elle-même dans ces 9 ans. Et puis la dernière question qui est posée, parce que c'est une remarque que nous avons tous en nous, me semble-t-il, qui est, au fond, la France, c'est 1% des émissions, l'Europe, c'est 10% des émissions. Si nous sommes les seuls, à quoi ça sert? Sauf que, je n'avais pas ce chiffre en tête, et je ne suis pas sûr que nous l'ayons tous en tête, l'Europe, c'est 22% des émissions passées. Nous avons, ce qui compte en réalité, c'est non seulement les émissions qui ont lieu actuellement, mais c'est le stock des émissions. C'est le stock des émissions qui crée le réchauffement climatique. L'Europe, c'est 22%. Donc là, nous avons une responsabilité particulière que nous n'avons pas oubliée. Mais bien évidemment, c'est vrai que si les États-Unis et la Chine nous regardent et ne font aucun effort, ça ne changera rien. Cette table ronde, qui va être absolument passionnante, je n'en doute pas. Alors, ce que je vais demander en premier à chacun des intervenants pour se présenter eux-mêmes et de nous raconter vraiment en 1 minute, pas plus, de présenter votre activité, votre implantation en France, quels sont les leviers dont vous disposez, après tout, pour répondre à cette question du climat, pour que chacun vous identifie bien. Alors, on va commencer peut-être à l'autre bout. Guillaume Fournier-Favre, vous êtes donc le directeur général de Kone France. Kone. Alors, merci Dominique. Kone, entreprise finlandaise familiale qui a 110 ans d'existence et qui est le numéro 2 mondial des ascenseurs. On déplace chaque jour dans le monde 1 milliard de personnes, verticalement. On a 60 000 collaborateurs dans le monde et en France, c'est une histoire particulière. Hein. On a 3 000 collaborateurs en France. C'est le 3e pays le plus important pour nous et on a à peu près 20% des Français qui se déplacent dans nos équipements tous les jours. D'accord. Et vous avez combien d'usines en France? En France, nos usines sont... Non, en France, on fait essentiellement du service et de l'installation. Du service, d'accord. À côté de vous, Hugues Bellet, directeur général de GE. GE, entreprise, bien sûr. GE pour General Electric. C'est un groupe mondial recentré sur 4 activités industrielles principales. GE Healthcare pour tout ce qui est fourniture d'équipements médicaux, GE Renouvelable pour tout ce qui est hydroélectricité, éolien en mer et réseau électrique,
GE Power, donc tout ce qui est, et on en parlera par la suite, activité traditionnelle de l'énergie, gaz et nucléaire. Et enfin GE Aviation, qui est présent en France à travers sa joint venture avec Safran pour la fourniture des moteurs d'avion. GE, globalement, c'est 174 000 salariés. En France, 13 000, implantés sur 17 sites industriels, à l'est, à l'ouest, au sud, assez bien répartis sur le territoire. 5 milliards de chiffre d'affaires depuis la France, mais la particularité, c'est que c'est 90% à l'export. Donc un contributeur positif à la balance commerciale. Effectivement, beaucoup d'activités dans l'énergie, donc je pense qu'on va développer ces sujets à travers les questions de Dominique. Et engagé actuellement dans des discussions avec EDF, je crois, alors au niveau mondial, sur le nucléaire. C'est un autre sujet. Ah, pas tout à fait. À côté de vous, bonjour Madame Cécile Tricot, donc DG, directrice générale de Prologis. De Prologis, voilà. Europe du Sud. De Prologis, Europe du Sud, oui. Europe du Sud. Encore. Prologis, alors nous, on est une grande entreprise mais petite en même temps. On est un acteur mondial, global, d'origine américaine, spécialisé dans l'investissement immobilier logistique. Donc, on investit exclusivement en entrepôts, avec un patrimoine de 90 millions de mètres carrés à travers le monde, et la France représente 3 millions de mètres carrés. Donc, on est implanté le long de ce que l'on appelle la dorsale logistique française, donc qui va de Lille à Marseille. Et notre activité, c'est d'être à la fois, comme je disais, un acteur global, mais également un acteur local, partenaire des collectivités et également et de nos clients qui sont tous les acteurs économiques. Peut-être un chiffre, en France, le nombre de marchandises qui transitent à travers nos entrepôts chaque année représente 60 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 1% du PIB français. D'accord, c'est très clair. Donc vous êtes du B2B et c'est pour ça que l'opinion en général ne vous connaît peut-être pas, mais les entreprises qui sont, les représentants des entreprises qui sont dans cette salle vous connaissent sans doute. Je passe la parole maintenant à Bernd Evers, si je prononce bien, vice-président France et Europe du Sud de Collins Aerospace. Merci. Donc, Collins Aerospace, c'est un groupe américain, 68 000 employés dans le monde, donc équipementier et systémier dans l'aéronautique civile d'abord et aussi de défense. Pour décrire notre activité, nous faisons quasiment tout ce qui se trouve dans un avion, en partant des aérostructures, l'avionique, les systèmes hydrauliques, des trains d'atterrissage, des servocommandes et également des systèmes de mission, des systèmes de défense et aussi des systèmes intérieurs de cabine dans les avions. En France, Collins Aerospace, ça représente 3500 employés sur 11 sites repartis dans la France. D'accord. Et toutes pièces en France en production ou certaines pièces en particulier? Alors, en France, on a donc des activités que je fais juste à l'instant. Donc, ils sont aussi représentés en France. Donc, on fait des nacelles, on fait des systèmes avioniques à Blagnac, la connectivité, ensuite des servocommandes, systèmes de protection incendie, la réparation, donc tous ces et les hélices, il faut le dire, à Figeac dans le Lot. D'accord, très bien. Alors, je vais poser une question à Accenture et évidemment largement connue. Olivier Gérard, la question que je vous pose, et je vais la poser ensuite à chacun d'entre vous, c'est, avant de s'embarquer sur le New Deal, sur le Green Deal, quel est, alors vraiment, là encore, en 40 secondes chacun, l'état de la reprise économique pour chacun des acteurs que vous êtes, sur une échelle de 0 à 10, où on en est? Vous n'êtes pas obligé de donner un chiffre. Est-ce que c'est très solide, c'est flamboyant? Ça commence à se tasser en septembre, en octobre, après un pic où on a retrouvé l'avant-crise à peu près en juillet. Quelle est la situation?
Alors, la situation est très bonne pour nous, mais aussi pour la majorité, je trouve, d'une grande partie de nos clients. On estime que 80% de nos clients ont retrouvé leur niveau d'activité avant Covid. Et je trouve que dans cette sortie de crise, il y avait un acte de foi formidable qui était que la plupart de nos grands clients se sont mis à investir dès le mois de septembre dernier, sans encore la certitude du calendrier du vaccin, parce qu'il y avait cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure sur le fait de construire un monde un peu nouveau, un peu différent et un peu plus décarboné. Et donc la reprise est en V, elle est très forte pour nous et de plus en plus forte pour la grande majorité de nos clients. Et c'est une très bonne nouvelle. Reprise en V, encore aujourd'hui. Alors, prenez la parole librement, vous avez chacun un micro. Qui veut commencer? On va pas faire dans un sens et dans l'autre, hein. Allez-y, voilà. Bon, dans l'industrie liée au bâtiment, que ce soit construction ou service, on est revenu à 100%. On a eu beaucoup de chance, hein, on est revenu à 100% il y a un an déjà. Ce qu'on n'avait pas vu, il faut être honnête, c'est ces pénuries de composants et de matériaux qui vous nous ont touchent frappés, beaucoup. ouais, qui désorganisent complètement la filière. Mais bon, on a vécu pire l'année dernière, donc je pense qu'on va s'en sortir. Ce qui est important, c'est que c'est un pilier de l'industrie française, c'est 2 millions d'emplois quand même, hein, qui est revenu quasiment à son nominal, donc c'est plutôt bonne nouvelle. Vous avez un horizon sur la fin des pénuries? C'est vrai qu'au début, on pensait que c'était 3-4 mois. 2022, je pense qu'on aura à peu près résolu tous les... Début ou la fin? Fin 2022. Fin 2022, donc encore un an de pénurie. Il faut s'attendre à peu près encore un an de complexité, on va dire. D'accord. Allez-y. Alors peut-être pour ma partie G, sur 2020, bon, on a constaté à peu près la même chose sur tous les secteurs, à savoir des arrêts de production, avec une dynamique de la crise sanitaire, hein, qui effectivement touchait différemment les régions, donc avec des problématiques de fournisseurs qui n'approvisionnaient pas, et donc l'arrêt sur nos sites d'assemblage. Tout ça, c'est un petit peu amélioré par la suite. Et ce qu'on a vécu et ce qu'on vit maintenant en 2001, et j'écoutais Dominique religieusement votre chronique ce matin, c'est effectivement une accélération très forte, hein, sur les échanges commerciaux. Ce qu'on voit dans nos activités, puisqu'on a repris à peu près le volume d'affaires que nous avions en 2019, pour certaines activités, puisque l'aviation est un secteur à part, hein, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais une accélération forte, mais deux problèmes que j'identifie, effectivement, les pénuries de composants, qui, de la même façon, puisqu'on est en surchauffe, vont venir perturber nos activités de production. Et puis après, l'inflation qu'on découvre après, avec cette période de surchauffe, sur des coûts de l'énergie qui montent, le coût des matières premières qui monte, le fret logistique, effectivement, qui atteint des prix assez élevés. Et donc, qui va forcément... C'est sur tout l'ensemble de vos métiers, les pénuries de composants ou de pièces Quand on dit pénurie, c'est soit la production, soit la congestion du commerce. Il y a plusieurs causes. Alors là, c'est plutôt la pénurie sur les composants, hein, liés notamment aux semi-conducteurs. On parle beaucoup de l'automobile, mais dès qu'on va toucher des processeurs, forcément, nos équipements médicaux sont très gourmands avec ce type de composants. Donc, ça freine les chaînes d'assemblage. On continue. Alors, vous avez pris le... Voilà, on fait dans l'ordre. Eh bien, en fait, pour notre activité, la crise a été un accélérateur. Et donc, ce que l'on observe lorsqu'on entend les acteurs économiques dire que la reprise a été forte, se traduit assez immédiatement sur le sujet logistique. Et c'est notamment amplifié, premièrement, par l'accélération de la pénétration du e-commerce, puisque naturellement, qui dit e-commerce dit demande accrue en entrepôt, mais pas seulement, puisqu'en fait, le e-commerce représente pour nous à peu près, il représentait l'année dernière jusqu'à 10%, aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 18 à 20% des surfaces occupées, mais ça signifie que 80% de notre activité concerne des acteurs qui ne sont pas du e-commerce, mais dont la croissance en fait, a un impact immédiat sur le besoin logistique. Un autre élément qui est important lorsqu'on parle de la crise, c'est que on parle de pénurie et on a vu que l'année dernière, on avait quelques sujets de pénurie également. Donc on va aujourd'hui vers une sorte de résilience accrue qui conduit les entreprises à augmenter les stocks. Traditionnellement, on essayait plutôt de les réduire. On s'est aperçu qu'il y a un équilibre à trouver. Donc le zéro stock est une notion des années 2000, 90, 2000 ? Probablement. Et on le voit aujourd'hui lorsqu'on parle de pénurie, lorsqu'on parle de difficultés d'approvisionnement, lorsqu'on parle de routes l'année dernière qui ont été coupées entre l'Asie et le continent européen et américain. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve un équilibre, où les entreprises vont trouver un équilibre dans lequel elles vont probablement augmenter leurs stocks, pas de manière disproportionnée, mais même si on augmente de 10 à 15% les stocks,
ça a un impact immédiat sur le besoin en surface de stockage par nature. Très bien. Et pour finir ce tour, Bernard Verse, alors évidemment, vous, dans l'aérien, c'est un peu différent, mais Airbus a présenté des perspectives plutôt encourageantes il y a 2 semaines. Oui, en effet. Donc, l'industrie aéronautique et du transport aérien, comme on le sait, a été sévèrement touchée. Pour rappeler, en 2020, il y avait des périodes où il y avait 90% du trafic qui était arrêté. Donc évidemment, Collins Aerospace, 75% de nos activités sont dans le secteur aviation civile. Donc évidemment, on était très fortement impacté par cette crise. Alors, on se dirige vers une sortie de cette crise. On voit que le trafic aérien reprend. Actuellement, on est à peu près à 70% en Europe. Donc c'est plutôt le trafic domestique qui va reprendre d'abord. Pour le trafic international, ça va être encore plus long, mais j'espère que l'ouverture des États-Unis, ça va apporter plus d'ouverture maintenant aussi de transport international. J'aimerais quand même parler sur un point qui me semble essentiel pour l'industrie aéronautique en France, et c'est le plan de relance, et c'est le soutien du gouvernement, et en particulier le soutien de l'industrie, du secteur aéronautique. Parce que cela nous a aidés, d'abord à court terme, de limiter l'impact sur notre industrie, mais un autre point qui est très important, et là je crois que je trouve que c'est un plan visionnaire aussi, parce que le plan de relance, le plan de soutien du secteur aéronautique a été orienté vers un développement, vers des technologies, développement des technologies pour décarboner le secteur aéronautique. D'accord, on va y arriver. Bien sûr. Et juste sur la conjoncture du secteur aérien, est-ce que vous êtes inquiet, modérément, un peu passionnément, de ce qui se passe sur les premières classes et les business, c'est-à-dire les voyages d'affaires des entreprises? Quand on interroge les grandes entreprises, tous les patrons nous disent moins 50% en 2022, 23, 24, et pour l'éternité, c'est avec les visios, etc. Et ça, c'est un changement parce que c'est de la marge. Est-ce que pour vous, ça va changer durablement ou pas l'activité du transport aérien? Alors, c'est difficile à dire, évidemment. Moi, je pense qu'il y aura un impact à court terme, en tout cas. Moi, personnellement, je suis persuadé que l'impact va être limité. Donc, on va évidemment changer le modèle de travailler, le télétravail, et aussi des téléconférences. Je ne suis pas sûr que ça va impacter autant le transport aérien, en business, ou aussi des transports de long courrier. D'accord. Donc, un impact modéré. Alors, je voudrais maintenant vous entendre les uns et les autres, et je vous ai demandé de réfléchir à ça, de nous dire, on va parler longuement de ce que vous faites concrètement dans vos entreprises sur la décarbonation et sur l'impact du Green Deal sur vos entreprises. Mais auparavant, j'aimerais que chacun, vous me disiez quelle est votre prise de conscience personnelle sur le changement climatique et l'impact, l'évaluation que vous faites de l'impact qu'aura le changement climatique et la décarbonation sur votre entreprise. On ne rentre pas encore dans les exemples et les chiffres, mais vous dites que ça va changer profondément, durablement la façon de travailler, peut-être vos vies personnelles, ou finalement ça va être absorbé. Voilà, quelle est votre analyse? Alors je sais, allez, on parle là un peu au hasard. Qui veut se lancer? Bon, Olivier Olivier Gérard qui a déjà pris son micro. Spontanément, je répondrais, la moyenne d'âge chez Accenture, c'est 32 ans. Donc c'est une population... Déjà un début de réponse. Oui, c'est évidemment une population très jeune, excessivement demandeuse de sens, demandeuse d'impact, ce qu'on veut faire, les projets sur lesquels on veut travailler,
doivent tous contribuer à cette économie décarbonée. Si on veut conserver notre attractivité, notre capacité à recruter des talents les plus divers possibles, si possible, il faut qu'on soit absolument moteur et leader sur ces questions-là. Donc pour moi, le premier impact, c'est celui-là. Et vous, quel est votre niveau de conscience personnelle? Alors c'est une question complexe, hein. Quel est votre intérêt pour ces sujets-là? Alors la moyenne d'âge de mes enfants, c'est aussi un peu 32 ans, un peu moins, mais donc ils m'ont beaucoup poussé à cheminer à accélérer mon cheminement personnel sur ces sujets-là aussi, puisque c'est des débats du midi et du soir. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Et elle est devenue singulièrement très forte. Donc vous êtes en transition avancée, Oui. vous-même. Oui, oui. On va peut-être entendre le même type de réponse. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Oui, alors, donc, pour l'aéronautique, donc je parlais du plan de relance en France, qui a eu un impact, évidemment, sur le développement durable et la décarbonisation d'avions. Pour le défi pour l'industrie aéronautique, il est très clair. Et pas plus tard que hier, l'industrie à l'échelle globale, donc les compagnies aériennes, 300 compagnies aériennes, dont l'IATA, et les grands constructeurs, les motoristes, les constructeurs aéronautiques, dont Collins Aerospace, ont signé un engagement pour la décarbonisation, pour la neutralité de CO2 en 2050. Je pense que ça, c'est un milestone assez important parce que c'est l'industrie du transport aérien et les constructions aéronautiques à l'échelle mondiale. Donc, je pense que ça, c'est important. Maintenant, il faut savoir comment on va faire cette neutralité carbone en 2050. Je pense que ça, c'est important parce que déjà, ça va passer par l'efficacité des avions, l'efficacité en termes énergétiques, l'efficacité opérationnelle, donc ça va, on va dire, réduire la consommation de carburant. Et ensuite, on passe à des technologies de rupture. Donc, on parle du carburant durable qui existe déjà, le biocarburant. Ensuite, on parle de l'avion hydrogène et on parle aussi de l'avion électrique. Par contre, ce qui est important, et Madame Tubiana le disait tout à l'heure, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas attendre 2049 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est pour ça que dans l'industrie aéronautique et Collins Aerospace, on travaille sur des solutions aussi à court terme. Par exemple, la connectivité, c'est un outil qui va permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle des avions. Donc, une brique dans la décarbonisation. Après, vous avez posé la question, la conscience personnelle. Alors moi, personnellement, donc je suis pour Collins Aerospace responsable pour représentant Collins Aerospace en France, mais également dans le groupe Collins, je fais partie du comité de pilotage pour le développement durable dans notre entreprise. Et c'est un engagement aussi personnel parce que je m'aperçois que je passe beaucoup de temps en dehors de ce que je fais normalement pour me consacrer à cette activité. Donc il y a une conviction personnelle derrière et aussi une passion. J'ai une question sur l'engagement qui a été pris par les compagnies aériennes, les 300 compagnies aériennes au sein de IATA avant-hier. La décarbonation en 2050, mais y a-t-il d'ici là un chemin qui est tracé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un objectif de dire en 2030, nous en serons là, en 2025, nous en serons là, en 30, en 35, en 40, en 45, ou c'est parce que 2050, franchement, c'est loin. Et on sent qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Est-ce que je n'ai pas l'impression qu'il y a ce chemin, mais peut-être que j'ai mal lu les dossiers qui ont été publiés. Oui, effectivement, ça c'est une très bonne question. Ce que je disais à l'instant, évidemment, il faut commencer maintenant.
Pour l'aéronautique, on est dans la particularité que l'insertion des technologies va prendre du temps. L'avion électrique, il faut attendre probablement la fin des années 2030. 2030. L'avion hydrogène probablement jusqu'à 2035 et au-delà. La solution à plus court terme, il y a 2 leviers. C'est le carburant durable qu'il faut développer, mais qui va aussi prendre du temps pour produire ce carburant durable. Et ensuite, on va toujours être dépendant des systèmes d'échange des quotas d'émissions. C'est-à-dire il faut chercher la décarbonisation dans un premier temps aussi en dehors du secteur aéronautique. Mais si, pardon de poursuivre sur ce point, si on se dit que les technologies trouveront les solutions dans 10 ou 15 ans, 10 ans, disons, et qu'il y a un besoin d'agir avant, est-ce que vous trouvez inconcevable ou pas que les pouvoirs publics européens, notamment, disent il faut baisser le trafic? Vous savez qu'en France, il y a certaines liaisons aériennes qui sont interdites à moins de 2 heures, je crois. Est-ce que vous trouvez ça n'a aucun sens, c'est une folie bureaucratique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Et la France est le seul à faire ça, je crois. Hein. Enfin, je n'ai pas entendu parler. En tout cas, aux États-Unis, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de débat. Et on sait quels peuvent être les effets collatéraux difficiles. Si vous dites Clermont-Ferrand, on n'y va plus en avion, Michelin déménage demain. Donc, voilà. Quelle est votre réaction là-dessus? Moi, je pense qu'il faut trouver des solutions intelligentes pour combiner les différents moyens de transport. Et on le fait déjà. Moi, déjà avant la crise, je pris l'avion pour aller de Toulouse en Allemagne. Et donc, il y avait une partie en train qui faisait partie du billet. Donc, on le fait déjà, mais je crois qu'il faut le faire en intelligence pour ne pas impacter, comme vous dites, Clermont-Ferrand, pour ne pas impacter l'économie locale. Je pense que ce n'est pas finalement la solution de décarboner le transport aérien, parce que je vous rappelle un chiffre, 80% du carbone émis par les avions, ce sont des vols au-delà de 1500 km. Donc évidemment, c'est là où il faut chercher les solutions. Mais évidemment, ça va être un panaché de solutions et l'utilisation du train peut faire partie de ce panaché. Merci à vous. Peut-être pour poursuivre sur le sujet aéronautique, puisque en miroir aux engagements qui ont été pris par les compagnies aériennes, derrière sont bien sûr les avionneurs et en bout de chaîne, entre guillemets, les motoristes que je représente aujourd'hui. L'objectif est à 2050, la trajectoire est ambitieuse. Nous sommes entrés dans un programme avec Safran pour développer un nouveau moteur qui consommera moins 20% de consommation, donc moins 20% d'émissions, mais surtout des technologies qui permettront d'incorporer des carburants soutenables, durables, et notamment à base d'hydrogène. C'est exactement le même sujet pour nos turbines à gaz, qu'on espère pouvoir adapter à ces nouveaux carburants. Le sujet pour nous, c'est le volume de carburant disponible et à quelle échéance. Mais sinon, technologiquement, nous avons déjà des turbines à gaz qui fonctionnent à l'hydrogène sans difficulté. C'est une question de prix. Mais il faudra suivre cette trajectoire précisément. Et alors, je continue avec vous sur... alors, on dit prise de conscience personnelle, mais dans vos métiers sont directement concernés par tous ces sujets-là. Comment est-ce que vous analysez ça comme une formidable opportunité, mais formidable bouleversement et défi pour toutes les entreprises, tous les sites de production de GE? Alors bien sûr, nous recrutons des centaines de salariés chaque année. On voit bien qu'ils cherchent une raison d'être à ce qu'ils vont faire, un projet global, et les enjeux climatiques en font partie. Et forcément, ils sont plus attirés par des activités dans notre activité énergie renouvelable que sur des énergies plus traditionnelles à base de fossiles. Donc
Donc ça, c'est évident. Maintenant, sur la prise de conscience plus personnelle, et je rejoins un des propos, je m'adresse surtout à les générations en dessous et particulièrement mes enfants. Moi, je me réjouis de voir que mes enfants qui sont primaires ou au collège revoient le programme et surtout ce que sont les énergies renouvelables. Donc je me vois expliquer à mes enfants presque tous les ans ce qu'est une éolienne, comment ça fonctionne, ou un barrage hydraulique. Donc il y a une prise de conscience et je pense que c'est très intéressant de voir que ces programmes maintenant sont orientés dans ce sens. Cécile Tricot. À titre personnel, je vais vous rejoindre également. Moi aussi, j'ai des ados à la maison. Je trouve, malgré tout, qu'on a des ados aujourd'hui qui sont un peu désenchantés et qui sont un peu inquiets. Donc la prise de conscience, elle est aussi là. Elle est dans le fait de trouver les moyens de les rassurer. Et dans la mesure où nous sommes aux manettes et nous avons le pouvoir aujourd'hui de faire évoluer les choses, c'est quelque chose qu'on leur doit, je pense. Donc je pense que ça, c'est le premier élément vraiment personnel. Comment ça se traduit pour Prologis? Alors nous aussi, on recrute. Je disais, on a plutôt aujourd'hui fait l'expérience d'un phénomène d'accélération de notre activité. Donc on attire les talents et c'est vrai que la logistique, l'immobilier logistique, c'est un métier qu'il faut expliquer parce qu'a priori, on ne voit pas trop d'étoiles dans les yeux des gens quand on en parle. Et c'est pourtant un métier qui est passionnant. Non, mais je m'y emploie. Mais c'est un métier qui est passionnant et c'est un métier qui est en train de se transformer énormément. Évidemment sur les sujets de développement durable, mais également sur les sujets de digitalisation, sur les sujets sociétaux. C'est un sujet d'infrastructure nécessaire pour le pays et pour l'économie. Mais non seulement on attire des talents, mais moi j'ai la chance d'avoir dans mes équipes une personne qui est un talent, mais qui n'est pas un jeune talent, enfin pas au sens où on l'entend en âge, qui est passionné par la question et dont le credo, c'est de dire il ne faut pas qu'on fasse du greenwashing. Il faut qu'on mette en place des solutions, mais ce n'est pas uniquement pour ticker la box de on a eu un label, on va essayer de rentrer dans telle ou telle case. Il faut qu'on aille plus loin. Et c'est notre aiguillon, en fait. Et grâce à lui, on est sans cesse en train de chercher des solutions innovantes qui nous permettent, et je vais, si vous me le permettez tout à l'heure, donner un exemple de ce qu'on fait, mais il a été à l'initiative avec des structures qui s'appellent la Philog et France Logistique, de la signature d'une charte d'engagement réciproque avec l'État, donc avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de l'Économie et des Finances, une charte d'engagement réciproque sur comment pouvons-nous travailler ensemble pour justement mettre en place des solutions de préservation de l'environnement, de réduction des émissions carbone, de préservation de la biodiversité. Et finalement, l'aspect réglementaire qu'on pourrait voir comme une contrainte, on essaie, nous, de le voir comme la base de travail et de voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin, dans une logique qui est collaborative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être le seul, le premier qui fasse quelque chose et s'arrêter là. Ce qu'il faut, c'est qu'on entraîne tous les acteurs de la filière. Donc la prise de conscience pour nous, c'est vraiment ça. Voilà. Et si je peux donner un exemple, on est en train aujourd'hui de livrer le plus grand entrepôt en France, voire dans le monde, en tout cas pour ce qui concerne Prologis. Il fait 100 000 mètres carrés. On l'inaugure la semaine prochaine. Et c'est un entrepôt carbone neutre. Et carbone neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis en place une logique qui consiste à éviter, puis réduire, puis compenser. Donc on n'a pas commencé par les solutions de compensation en se disant tiens super, on va planter des arbres en forêt amazonienne et ça va nous dédouaner. On a commencé vraiment dans une logique d'évitement. Donc on met en place des solutions de production d'électricité sur place, de géothermie pour stocker l'électricité produite et la réutiliser à la saison suivante, naturellement l'isolation de l'immeuble, son éclairage, bon, extrêmement technique, mais vraiment des solutions extrêmement concrètes. Et on a calculé le cycle de vie de cet immeuble sur 50 ans. Donc lorsqu'on parle d'un immeuble carbone neutre, ce n'est pas dans sa construction seulement, c'est dans sa construction, sa vie sur 50 ans et sa démolition théorique modélisée en fin de vie. Donc c'est un entrepôt de 100 000 mètres... 100 000 mètres carrés que l'on... Qui est en France ou ailleurs? Oui, qui est en France, qui est dans le sud de la région parisienne, du côté de Sénart. D'accord. Voilà, et qu'on livre la semaine prochaine. Voilà. Et ça, c'est pas l'entrepôt Amazon, non? Non, c'est pas un entrepôt Amazon. C'est un entrepôt que l'on livre pour un groupe français qui n'est pas Amazon. Un groupe de la grande distribution. Et le client, vous avez demandé ce genre de choses? Non. Donc, en fait, on a conçu l'entrepôt. Il a accepté de le payer plus cher, sans doute. Alors, on a conçu l'immeuble
de notre propre initiative, en essayant encore une fois d'aller chercher au-delà de ce qu'exigeait la réglementation. On l'a conçu et avant de le construire, on a effectivement cherché un client. Donc on a signé un bail avec un client avant de lancer la construction, donc dérisquer notre investissement. Et le client, on lui a proposé ça comme une espèce de menu, si je peux dire, en lui disant, voilà, si on fait un entrepôt classique, voilà ce que ça représente, voilà comment il va se comporter d'un point de vue des énergies et d'un point de vue environnemental, et voilà le prix. Et si on ajoute tel et tel module qui permet de décarboner l'impact, voilà l'impact prix. Mais finalement, c'est un impact prix qui n'est pas si énorme que ça parce qu'on l'a fait dès la conception et dès l'origine. Lorsqu'on rajoute des choses après, ça coûte plus cher. Mais si on les conçoit dès le départ, on arrive à garder un surcoût d'une dizaine de pourcents ou quinzaine de pourcents, qui est certes important, mais qui reste complètement maîtrisable. Vous dites 10 à 15% de surcoût. Ouais. Pas plus. Non. Et votre direction générale et vos actionnaires disent OK, banco. Nos actionnaires, ils sont extrêmement intéressés et les investisseurs dans nos fonds sont extrêmement demandeurs de ce genre de solutions également. Donc nous, on a un engagement qui est qu'en 2025, la totalité des immeubles neufs que l'on construira seront carbone neutres. Après, il faut aussi qu'on s'attaque au patrimoine existant. Mais en tout cas, pour tout ce qui est neuf, à partir de maintenant, l'objectif, c'est que tout soit carbone neutre. En 2025, ils seront tous les neufs seront carbone neutres. Absolument. Et carbone neutre sur un cycle long. Oui. Très bien, on va revenir sur les exemples. Alors, je passe tout de suite la parole à Guillaume Fournier-Favre. Alors, à la fois, donc, puisque Cécile Tricot a, et c'est très bien, commencé à entrer dans le très concret, à la fois votre prise de conscience personnelle, ce que ça va changer pour votre entreprise, mais aussi, allez-y, racontez-nous des histoires concrètes. Je rebondis sur ce qu'a dit Cécile sur, vous savez, les villes, c'est 80% des émissions de CO2. D'accord ? Donc, l'urbanisation, c'est sûrement un des points les plus importants de ce qu'on est en train de faire. On a tous grandi, nous, cette génération, dans les villes du XXe siècle, avec des bâtiments à usage unique regroupés dans des zones. La zone résidentielle, le quartier d'affaires, la zone commerciale. Et toute la journée, on déplace les gens d'une zone à l'autre. Nos enfants, ils ont découvert un monde dans lequel le lieu de vie, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de consommation. À peu près 25% de la consommation se fait en ligne. C'est un lieu de santé, puisqu'aujourd'hui, le soin à domicile va devenir prépondérant dans la médecine. Et donc, ils ont une opportunité d'inventer des nouvelles villes où on ne va plus du tout se concevoir les bâtiments de la même façon et se déplacer de la même façon. Et ça, c'est ce que le gouvernement, d'ailleurs, soutient dans son action Cœur de Ville, je le rappelle, où on va complètement repenser les villes de demain. Alors, vous m'enchaînez sur l'exemple concret. Nous, notre métier en France, on émet 11 000 tonnes de CO2 chaque année en France. D'accord ? C'est le bilan actuel pour pouvoir assurer notre service, déplacer avec nos camionnettes des techniciens et des pièces. D'accord ? On s'est engagé vous ne comptez évidemment pas, et c'est normal, le bilan carbone de l'ascenseur qui monte et qui descend. Là, je ne suis pas sur le scope 3. Ça, c'est le scope 3, c'est le bilan de la machine en tant que telle. Je parle vraiment scope 1 et 2, sur lequel on agit. Nous, on a pris un engagement à 3 niveaux. Le premier, c'est l'électrification. Ça, c'est assez simple. Vous électrifiez votre flotte de voitures. Ça ne suffit pas. Le deuxième étage, c'est l'Internet des objets, c'est-à-dire que tous nos ascenseurs sont connectés, analysés, on fait de la maintenance prédictive et on détecte en fait leur comportement avant qu'ils ne tombent en panne. Donc ça veut dire que vous avez moins de déplacements de techniciens. On divise par 2 le nombre de déplacements inutiles. Et le troisième étage de la fusée, c'est qu'on connecte ça à la supply chain des pièces détachées, parce que dans notre métier, les pièces détachées, c'est toute une histoire. Et donc, en gros, dans quelques années, un technicien, le matin, quand il prendra sa voiture, on lui dira où aller, les pièces auront été déposées pendant la nuit dans sa voiture, et on lui dira, tu vas aller réparer un ascenseur qui n'est pas encore tombé en panne. Et là, on aura divisé par à peu près 3, je pense, notre empreinte carbone sur le territoire. Voilà un exemple assez concret de ce qu'on peut faire. Ce n'est pas que de la technologie, c'est un mélange de technologie, d'innovation et de réutilisation d'un certain nombre de choses. Et est-ce que dans ce domaine, il y a beaucoup de réglementation qui vous dit vous devez baisser les émissions de votre secteur, alors y compris Scope 3, un ascenseur qui monte et qui descend doit consommer chaque année moins 5% d'électricité, où il n'y a pas de réglementation, c'est vous? Nous, on est un des secteurs les plus réglementés au monde. Rien que sur le droit français, il y a 6000 textes qui parlent des ascenseurs, donc question réglementation, on est servi. 6000 Oui, vous avez l'ascenseur, c'est partout, dans les codes, les réglementations, les lois, tout le monde en parle. Non, je pense que la question, c'est
D'abord, la France réglemente beaucoup, mais on n'a pas forcément réglementé sur les bons sujets, hein, notamment puisqu'on est le pays le moins accessible d'Europe, parce qu'on n'a pas été assez ambitieux dans les problèmes d'accessibilité. On n'a pas imposé la mise en place d'ascenseurs dans suffisamment de bâtiments. Et donc aujourd'hui, on a un problème sur cet aspect-là. Nous, notre travail sur l'énergie, il a été fait depuis 20 ans. Hein. Aujourd'hui, un ascenseur dans un immeuble, ça consomme moins qu'une machine à laver. D'accord ? Donc en 20 ans, on a divisé par 5 la consommation d'un ascenseur. On doit consommer 700 kWh à l'année. Hein. C'est moins qu'une machine à laver. Sur l'année. Sur l'année. Et en plus, vous êtes sûr de vous, parce que ça, dans les dîners en ville, oui. On va tous le raconter. Oui. Eh ben oui, tout à fait. On est sûr de nous. Et en plus de ça, on récupère de l'énergie. C'est-à-dire qu'on peut recycler des énergies de freinage et les réinjecter dans les réseaux des immeubles. Donc je pense qu'au niveau énergétique, on n'a pas vraiment besoin d'être plus réglementé que ce qu'on est déjà. Aucun parti politique, pour l'instant, n'a dit pour la campagne présidentielle, il faut monter et descendre à pied, ce sera bon pour tout le monde. Ça pourrait venir comme idée. J'ai vu que la présidente de la région Île-de-France avait lancé une brigade des ascenseurs. Donc, comme quoi, vous voyez, ils ont aussi des idées là-dessus. Très bien. Alors, on continue à rentrer vraiment maintenant dans le concret de ce que chacun vous faites dans vos entreprises. Donc, on a déjà des exemples dans le domaine des ascenseurs et la logistique. On peut en avoir plus, je suis certain, dans le domaine de l'aéronautique. Mais alors, peut-être du côté de GE oui, peut-être dans l'énergie, et puis je laisserai l'aviation. Sur l'énergie, concrètement, GE a annoncé dernièrement qu'il sortait de ses activités de construction de nouvelles centrales charbon, évidemment, mais il ne faut pas oublier que le charbon, au niveau mondial, c'est quand même 40% des capacités de production d'électricité. Donc c'est un vrai sujet. On parle de la base installée, c'est un sujet qu'il faudra traiter. Parce que sur les nouvelles capacités, on est aujourd'hui à plus de 70% de nouvelles capacités installées dans le secteur du renouvelable, éolien, solaire principalement. Donc il y aura un sujet de base installée à regarder. Si je prends les nouvelles capacités, effectivement pour GE, très focalisé sur l'éolien en mer et l'éolien terrestre. Pour l'éolien en mer, on a certifié, pas plus tard qu'hier, une nouvelle turbine à 14 MW. Donc je rappelle que maintenant, un champ éolien, on n'est pas loin du gigawatt et on s'approche d'une tranche nucléaire pour chaque champ qui peut être implanté en mer. Enfin, sauf en France, où il n'y a pour l'instant aucune centrale éolienne en mer ne fonctionne. Il n'y a pas de champ. Il y en a un en construction à Saint-Nazaire, sur des technologies un peu plus anciennes, on est à 6 MW. Mais vous voyez aujourd'hui le gap entre ce qui a été fait, ce qui a été négocié il y a quelques années, et la technologie aujourd'hui. Donc il y a vraiment une accélération très forte. 14 MW, comme je vous disais, maintenant, avec quelques éoliennes, vous atteignez des puissances énormes. Donc ça, c'est pour la partie éolienne. Et après, on a les sujets nucléaires et gaz, qui restent les capacités qui seront nécessaires pour un mix énergétique, pour avoir quelque chose de pilotable. On ne peut pas juste faire du renouvelable et compter sur des solutions de stockage qui ne sont pas encore matures. Donc il faudra du gaz et du nucléaire. Et donc là, on s'attend, et c'est les engagements qu'on prend sur la partie gaz, justement à trouver des mécanismes de capture de CO2 en sortie de turbine pour traiter la base installée également, et puis voir comment on incorpore, je le disais auparavant, des carburants plus durables et l'hydrogène en particulier. Donc sur les engagements concrets de GE, on en parlait tout à l'heure, à 2030, alors je reprends la terminologie Scope 1, Scope 2, GE s'engage à être neutre en carbone. C'est-à-dire que ces activités productives, ces sites industriels seront neutres en carbone. Ça comprend tous les processus industriels, mais également la compensation des sources d'énergie pour alimenter ces sites. Et un objectif en 2050 qui est que effectivement, les équipements qui seront produits par GE sur toute la durée du cycle de vie seront compensés en carbone. Question sur la production d'électricité. Quand vous voyez que les Chinois sont en train de réouvrir des centrales à charbon, que le cours la tonne est à $220, je crois, quelque chose comme ça, est-ce que vous dites on est quand même assez mal parti ? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la Chine. En l'occurrence, on a une problématique en Chine qui est que, justement, il y a eu des blackouts très récemment, justement parce qu'il y a peut-être aussi une action au niveau du gouvernement chinois pour réduire la consommation. Et je rappelle qu'eux ont pris des engagements à 2060 en termes de neutralité carbone, avec des engagements à mi-parcours. Alors je crois qu'en 2030, ils devraient essayer de baisser de 50% les émissions, le niveau d'émissions qu'ils avaient en 2013. Donc c'est très agressif comme comportement.
Donc il y avait des centrales à charbon qui étaient en construction. Ils vont peut-être poursuivre ces constructions de centrales, mais pour mieux sortir de leur base installée des centrales qui sont beaucoup moins efficaces et beaucoup plus émissives. Donc il y a un mix énergétique à trouver. C'est beaucoup plus simple quand on parle de la France, qui est assise sur un mix énergétique décarboné, notamment avec le nucléaire, que pour des régions comme l'Asie, qui sont effectivement très exposées au charbon et dont effectivement la bascule va être compliquée à faire. J'ai une question encore technique pour vous, pardon. Je suis vraiment béotien. On dit souvent, et on dit toujours, le gaz pollue moins, émet moins de CO2 que le pétrole. Dans quelle mesure et jusqu'où c'est vrai? C'est-à-dire que quand on parle aux gens du GIEC, je voyais des gens du GIEC en début de semaine, ils disent non, en réalité, la production de gaz, il y a tellement de fuites partout qu'au total, c'est pas très loin du pétrole. C'est quasiment la même chose. Alors là, on se situe en amont de nos activités, parce qu'on est sur la production. Vous avez un regard. Mais la réalité, quand même, sur les émissions de charbon par rapport au gaz, on est à 2 fois plus d'émissions quand on parle de charbon par rapport au gaz. Et pétrole? Alors le pétrole, je ne sais pas vraiment vous dire, mais c'est moins notre cœur de métier. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que le charbon, on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que vous allez brûler du charbon et vous aurez ce niveau d'émission. Comme je le disais, quand on a des turbines à gaz, ce que vous mettez en entrée, c'est à la fois du fioul léger, du gaz, et après des biocarburants et des carburants durables et de l'hydrogène en fin de vie. Donc tout ça avec une maturité qu'on peut imaginer sur le long terme et pour atteindre les objectifs de 2050. Pour finir ce tour sur donc Bernard Verse ou Olivier Girard, ce que vous faites concrètement dans vos entreprises? Vous avez commencé à nous en parler dans l'aéronautique, peut-être que... Peut-être un complément sur la Oui. technologie. Accenture est un grand acteur de technologie. Aujourd'hui, les émissions totales de CO2 de la technologie, c'est 3 à 4%. Et si on projette l'expansion de la tech est de nature anthropique, on va être entre 12 et 15% dans le futur d'émissions de CO2. Donc là, on parle de réduire, on s'acharne à les réduire, et là, tout d'un coup, on trouve un sujet sur lequel il y a une expansion. Donc là, il y a un vrai sujet, et nous, on se sent évidemment Donc, comme... quand vous dites les technologies, c'est le numérique. Le numérique, oui. On se sent une responsabilité face à ça. Donc on travaille d'arrache-pied, comme tous nos confrères et nos collègues dans ce secteur-là, à faire ce qu'on appelle travailler des développements d'applications qui sont très peu gourmandes ou moins gourmandes en ressources informatiques. On travaille sur le Green Cloud. Le cloud est déjà une mise en commun de moyens, donc c'est une façon déjà d'éviter la prolifération de serveurs, de centres de traitement dans le monde. Mais il faut aller encore plus loin. Il y a des technologies aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent sur le Green Cloud et sur le développement d'applications mieux maîtrisées en allocation de ressources, de gagner 10, 15, 20, jusqu'à 30%. On travaille aussi très concrètement à l'allongement de la durée des actifs sur ces sujets-là pour éviter là aussi de trop consommer. Ensuite, la deuxième chose, c'est au service de nos clients. On est un acteur des transformations complexes au service de nos clients. Et vous posiez tout à l'heure la question du l'objectif est là, où est-ce qu'on en est? Ce que moi je constate, c'est qu'aujourd'hui, tous nos clients viennent nous voir avec cette question-là, celle du chemin détaillé. Comment on va y aller? Ça bouge tout dans l'entreprise, les compétences, ça a des impacts sur les actifs, sur ce qui est amorti, sur la rotation des actifs. Donc ça a des impacts considérables dans toute l'entreprise. Je pense que ce qui se fait en ce moment, c'est qu'on passe vraiment de la grande question au chemin détaillé, et tout le monde travaille sur ce chemin détaillé. Il faut des nouvelles compétences, il faut travailler ensemble. Voilà un peu ce qu'on fait sur ces sujets-là. Bernard Verse. Bon, donc je peux donner quelques exemples de ce que nous faisons, notamment en France. Je commence par les hélices. Donc, on a lancé un projet, un investissement de 30 millions d'euros avec l'aide de l'État, avec l'aide de la région, pour développer les hélices du futur. Ça veut dire quoi? Ce sont des hélices produites en carbone, ces hélices qui ont, avec une amélioration de l'efficacité aérodynamique et aussi aéroacoustique. Et les hélices sont aussi importants parce que les premiers avions électriques ou à hydrogène seront probablement des turboprops, donc c'est-à-dire des avions à hélice. Un autre exemple, je faisais déjà allusion à la connectivité. À Blagnac, on travaille sur l'avion connecté. Donc, exemple concret, on peut, avec des données de météo et d'autres paramètres
en temps réel en vol, on peut optimiser les trajectoires d'avion parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas la trajectoire la plus directe en fonction de la météo. Et donc ça, on peut optimiser et on travaille sur ce sujet à Blagnac. Il y a d'autres exemples technologiques très intéressants. Moi, je voulais quand même mentionner aussi un autre point qui est important parce qu'il faut aussi introduire une culture de développement durable, une culture de sustainability. Ce qu'on a fait chez Collins, deux exemples très simples. D'abord, on a dans notre système de management, le système de gestion de l'entreprise, on a introduit la sustainability comme critère. Ce que ça veut dire que pour les ingénieurs qui travaillent sur une vis, sur un petit équipement ou sur un système complexe comme un train d'atterrissage, il faut prendre en compte les critères de durabilité. Pas seulement l'empreinte carbone, mais aussi d'autres critères, le recyclage, l'utilisation des substances chimiques, etc. Donc ça, il me semble, c'est très important. Autre chose qu'on a fait, c'est un outil très simple. On a créé un estimateur carbone. C'est quoi? C'est en fait, c'est un estimateur si pour chaque kilogramme que je peux réduire de masse de l'équipement que je fournis à mes clients, ça correspond à un kilogramme de CO2 en vol. Donc, ça crée une certaine conscience. Qu'est-ce que je peux faire? Et on fait la même chose, le même estimateur existe aussi d'ailleurs pour les usines. Si je peux réduire l'énergie pour produire nos équipements, qu'est-ce que ça représente en CO2? Donc, c'est des outils simples, mais il me semble que c'est très important parce que c'est vraiment de créer aussi une conscience chez nos salariés dans ce sens. Ensuite, évidemment, d'autres exemples, mais c'est très important aussi, c'est la réduction de l'empreinte carbone de nos usines. Donc là, on travaille, par exemple, pour citer un exemple en France, à Figeac, on a, de la période de 2012 à 2019, on a réduit de moitié la consommation d'énergie électrique, or l'activité a doublé. Donc ça, c'est un exemple concret où on a pu réduire notre empreinte carbone dans nos usines. Qui est en charge dans chacune de vos entreprises de ces questions de décarbonation? Où est-il? Où est cette personne? Où est-elle dans l'organigramme? Et à quel niveau? Allez-y, juste une réponse vraiment de 5 chez secondes. nous, c'est moi. C'est le patron de l'entité. C'est vous. Et vous avez des équipes avec vous ou pas? Tout à fait, oui. D'accord. Pareil. Même chose. Donc c'est à la tête, c'est en haut. Chez nous, c'est la direction du projet et de la construction. D'accord. Également une direction d'innovation et d'environnement. Peut-être une chose, c'est que l'environnement, ce sont les émissions carbone. On en a beaucoup parlé et c'est vrai que j'ai lancé l'exemple. Mais c'est autre chose. Mais c'est aussi la protection de la biodiversité, c'est aussi la gestion des eaux. Et donc, en fait, il y a aussi des mesures très concrètes qui peuvent être prises là-dessus. Par exemple, sur certains projets que l'on a, on essaie de faire en sorte que toutes les eaux pluviales de ruissellement soient absorbées sur la parcelle plutôt que de repartir dans les collecteurs des municipalités. Premièrement, ça permet de limiter l'artificialisation, puisqu'on parle de sobriété foncière aujourd'hui aussi. Ça permet également d'éviter que les municipalités aient besoin de casser un réseau pour en refaire un avec des capacités supérieures, etc. Donc là-dedans aussi, quand on évite de démolir pour reconstruire, on a aussi une action sur l'environnement. Voilà, je voulais juste préciser cela. Ce sont les émissions carbone, mais c'est pas que ça. Non, mais c'est un exemple très pratique. J'aimerais vous entendre maintenant sur la question suivante. Bon, vous êtes soit des entreprises américaines, soit finlandaises, soit... Vous avez un regard évidemment très large. Comment vous évaluez la situation française et la façon dont elle aborde
les questions climatiques et de décarbonation par rapport à soit votre pays d'origine, celui de votre entreprise, soit des pays européens. Quel est un petit peu, alors, qui veut prendre la parole là-dessus? Ah, il n'y a aucun volontaire. Ça, c'est ennuyeux. Vas-y. Je peux peut-être commencer. Effectivement, la France, je le rappelais dans ce que je disais précédemment, a une situation privilégiée, au moins dans le domaine de l'électricité, avec une électricité complètement décarbonée. Et je pense que c'est une place unique en Europe. Et donc, c'est un atout majeur. Pourquoi? Parce que ça va aider à décarboner le reste de l'économie, les transports, le logement. Parce que ce qui est estimé aujourd'hui, je crois qu'on est à 450 TWh de consommation annuelle. L'objectif, en tout cas la consommation dans 10, 20, 30 ans, elle va très fortement progresser, notamment du fait de cette décarbonation de ces usages, transport en premier. Et ça, on peut le faire. On peut l'accompagner par le nucléaire et par les énergies renouvelables. Alors c'est un peu différent de l'autre côté de l'Atlantique, et Laurence Subiana le disait très justement. C'est que le plan d'infrastructure du président Biden est difficile à mettre en œuvre. On reste encore sur des activités historiques, charbon, gaz, très bien implantées, et cette bascule va être beaucoup plus difficile à opérer, et notamment sur la décarbonation globale de l'économie aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, me semble-t-il, il n'est nulle part question de nos débats sur la taxation du carbone, le carbone aux frontières, etc. C'est un sujet qui n'existe ni dans les médias, ni auprès des pouvoirs publics. Tout parti confondu, me semble-t-il. Non, c'est vrai. Alors même qu'il est très animé en Europe, et en France, il l'a été il y a une année, 2 ans maintenant, et il reviendra nécessairement bientôt. L'Allemagne, entre-temps, a réussi à mettre en place un système qui fiscalise aussi les... Sans d'ailleurs gilet jaune. Alors, ils ont bénéficié de l'expérience malheureuse française, on va dire, avec la crise des gilets jaunes, donc ils ont sans doute communiqué plus facilement ces dispositifs, et surtout en ayant une fiscalité relativement faible pour démarrer et gérer l'acceptabilité, je pense, de la population par rapport à ces nouveaux mécanismes. Allez-y, qui prend la parole? Peut-être un complément sur international. Accenture est une entreprise éminemment mondiale. On travaille dans 120 pays dans le monde, et la technologie est un sujet par essence aussi mondial. Donc je dirais, je me sens parmi mes pairs sur l'importance, le degré d'importance de ce sujet-là. Je reviendrai plus tard dans ma conclusion sur votre question, je trouve, sur ce que ça veut dire pour la France comme société et sur l'Europe. Mais professionnellement, je me sens impliqué au même degré que le sont tous les autres dans le monde. D'accord, pas de différence notable. Alors moi, j'aimerais dire, en ce qui concerne la technologie, et je pense qu'en France, ce que je disais déjà tout à l'heure, je crois qu'on a une avance en France et en Europe du fait que déjà assez tôt, l'industrie a commencé à lancer des programmes de recherche et développement, le CORAC, le Conseil de recherche de l'aviation civile, qui finance des projets depuis les années 2000 pour décarboner l'aviation. Pareil en Europe, on a le programme Clean Sky. Donc je crois d'un point de vue technologique, l'Europe et la France, dans le secteur aéronautique en tout cas, je crois qu'on a plutôt pris une avance. Par contre, je crois que le défi pour notre industrie, mais aussi de manière générale, ce serait maintenant l'encadrement réglementaire. Parce que là, ce qui est important, à mon avis, pour réussir la décarbonisation dans le secteur du transport aérien, c'est de fixer les règles de jeu, si c'est pour les biocarburants, si c'est pour même pour le contrôle aérien. Donc fixer les règles de jeu, je dirais rapidement, et il faut une réglementation qui est claire, qui est aussi incitative pour l'investissement et pour l'innovation. Donc ça, c'est très important. Ça n'est pas tout à fait le cas, si vous posez la question. Il faut voir, parce que maintenant,
au niveau européen, il y a plusieurs chantiers de réglementation qui sont en cours. Donc, nous, industriels, on est en train de dialoguer avec... Il y a notamment l'idée d'une taxe carbone, en réalité, hein, dans le... taxe carbone, mais aussi, il faut mentionner les carburants durables, qui sont très importants. Comment on va stimuler l'offre? Est-ce que ça va être une réglementation incitative ou plutôt une réglementation punitive? Donc ça, c'est très important. Et donc, de stimuler, de favoriser l'investissement et l'innovation. Très bien, merci. Je profite pour vous remercier pour votre français, la qualité de votre français. Oui. Alors, nous, on est finlandais, hein, et c'est vrai que les Finlandais ont été un peu caricaturés comme des pays frugaux, vous savez. Je pense qu'il y a moi, je retiens deux choses de ces années d'expérience que j'ai en Europe du Nord. C'est d'abord, il faut accepter qu'on ait des vraies différences sur un certain nombre de sujets. Hier soir, on entendait Bruno Le Maire. On n'a pas du tout la même approche sur la dette, par exemple. Vous savez, ces pays-là ont 60% de dette sur le PIB. Nous, on est à 120%. Donc, on a des vraies différences d'opinion sur le rôle de l'État, son poids dans l'économie, le rôle du citoyen. Maintenant, là où on se retrouve, je pense très fortement, c'est sur la conviction qu'il faut qu'on donne à nos enfants une planète où ils pourront vivre mieux que nous. Et en particulier, nous, on est très engagés sur deux choses, c'est la sobriété. Il faut qu'en tant que citoyen, on apprenne la sobriété énergétique, et ça, c'est quelque chose qui descend d'Europe du Nord depuis 20 ans, et je pense que c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose, c'est d'embarquer les jeunes là-dedans, et c'est notamment tous les programmes qu'on fait en soutien sur les actions d'apprentissage, d'intégration des jeunes dans l'entreprise et dans le monde du travail. Vous savez que les pays du Nord sont très avancés là-dessus. La France a fait en un an un progrès mais gigantesque sur la question de l'intégration des jeunes. L'apprentissage est devenu quasiment presque courant en France et on le soutient à 100%. Mais donc, est-ce qu'il y a quelques idées de finlandaises qui seraient bons à vos yeux d'importer ici sur les questions de décarbonation? Il y en a beaucoup. Passer une journée à Helsinki, vous voyez une ville où il n'y a plus de voitures, vous voyez une ville où le transport en commun est devenu le moyen de transport de tous. C'est une réalité. La conscience citoyenne que la ville nous appartient à tous, mais qu'on en est tous responsables, elle existe dans toutes les villes du Nord. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit apporter. Ça demande que les entreprises s'y engagent, que chaque citoyen s'y engage et qu'on fasse un peu plus preuve. Je veux dire, une journée à Helsinki, quand vous rentrez à Paris, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Allez-y, détaillez. C'est dégueulasse. Déployez. Voilà, on vit dans un environnement qui n'est pas propre et il faut qu'on se mobilise tous pour arriver à résoudre ce problème. Vous voulez dire qu'Anne Hidalgo serait une formidable candidate à la présidence finlandaise? Sans faire de politique aucune. D'ailleurs, ce n'est pas que les politiques. Mais regardez le schéma cycliste à Paris. La comobilité, on ne la maîtrise pas du tout, alors qu'elle est maîtrisée dans plein de villes du monde. Qu'est-ce que vous appelez la comobilité? C'est la possibilité d'avoir un schéma urbain où on a des transports en commun, des vélos, des voitures, des trottinettes, etc., sans qu'on utilise les trottoirs pour se rouler dessus. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut repenser. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples très réussis là-dessus. Il faut aller juste un peu de volonté pour y arriver. Quelqu'un veut dire encore un mot? Sinon, je lancerai ma dernière question, puisqu'il nous reste 5 minutes. Alors, ma dernière question, c'est celle-ci. Jusqu'où, à votre avis, ou pas, le système économique, dans les 10 ans qui viennent, va devoir évoluer? Là, c'est vraiment... On grimpe 50 étages d'un coup. Qu'est-ce que là, c'est presque une réponse personnelle de réflexion économique. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'en gros, et c'est la question qui était lancée au départ, est-ce que la technologie va nous permettre d'aller suffisamment vite? Est-ce qu'il va falloir utiliser d'autres leviers? Qu'est-ce qui doit changer? Le système économique va, à mon sens, devoir changer radicalement. Madame Tubiana l'a très bien exposé tout à l'heure. Il ne faut pas essayer de sauver le monde d'hier, il faut essayer de trouver de nouvelles sources d'investissement, enfin, ou de nouveaux objectifs d'investissement, de nouveaux objectifs de développement. Je pense qu'il y a énormément de pédagogie à faire, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on entend un peu des choses incantatoires sur il n'y a qu'à supprimer les pesticides, il n'y a qu'à arrêter le gaz, il n'y a qu'à... Mais en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des filières entières qui sont concernées, des écosystèmes économiques qui sont concernés, et cette transition, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors, on est à la fois dans une urgence de se projeter à moins de 10 ans, mais en acceptant que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, en fait, c'est cette transition-là qu'il va falloir suivre. Et il va falloir, à mon sens, soutenir tout ce qui concerne les actifs bloqués, qu'ils soient les actifs de production d'énergie, des industries que l'on peut qualifier d'émissives, mais aussi accompagner les salariés vers de la formation, vers une transition professionnelle et puis vers un soutien économique et financier, parce qu'il va y avoir beaucoup de filières qui vont rester sur le carreau en fait. Et on commence à le voir avec les fonderies, la vingtaine de fonderies françaises, évidemment, sont en grande difficulté. Allons-y. Oui, allez-y. Oui, donc je le disais tout à l'heure, pour l'aéronautique, évidemment, ça va changer profondément parce que on doit reconcevoir l'avion de demain, l'avion propre, avion à hydrogène, avion électrique. Mais j'aimerais aussi ajouter un autre point, et une note positive plutôt. Moi, je suis ingénieur aéronautique et je pense que les ingénieurs qui vont sortir de l'école maintenant, ils ont la formidable opportunité de construire l'avion de demain, l'avion propre, que ce soit électrique ou hydrogène ou autre. Donc je crois que c'est un message positif et je crois si je vois l'enthousiasme que je ressens dans notre entreprise, mais je pense que c'est pareil dans notre entreprise aussi, je suis assez optimiste pour cette transformation énergétique et écologique. Vous avez raison, c'est un champ de recherche universitaire, scientifique, d'ingénieurs, formidable pour la génération qui est là. Tout à fait. On continue pour finir. Vous disiez ce matin, très justement, il y a un an, on se projetait dans le monde d'après. La réalité, c'est qu'on a repris nos mauvaises habitudes et que la transition, même si elle est appelée de tous les vœux par les acteurs économiques, c'est une transition qui va être lente, mais qu'il faut accélérer. Parce qu'il y a des changements brutaux, changements industriels, sociaux, et qu'il faut accompagner dans la durée. Donc forcément, le modèle économique va changer. On ne peut pas se dire on sera neutre en carbone en 2050 sans changer notre modèle économique. Mais il y a des profonds changements à anticiper, à accompagner. Je pense qu'il y a un équilibre subtil à trouver entre... allez, on va poser une équation avec 3 variables. La réglementation, le soutien à l'innovation, parce que ça passera par du progrès technologique, on le sait bien. Donc quel est comment ce soutien à l'innovation est porté par la puissance publique, comment elle entraîne les investissements privés. Et puis le troisième, qui est souvent le plus douloureux, c'est qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité, comment on la rend incitative avec les taxes, les quotas, pour justement décarboner l'économie. Merci. Je ne reprendrai pas ce qui vient d'être dit. Je pense que l'État, il a entre guillemets entre ses mains la réglementation et la fiscalité. Ce qui est important pour moi, c'est que les citoyens sont en train de changer de comportement et nous, entreprises, on est entre les deux. On va s'adapter à la fois aux changements réglementaires, aux souhaits de nos concitoyens. On va faire en sorte que les entreprises accompagnent ça au mieux possible. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. On se réorganise, on change les façons de travailler. Tu as raison, ça ne va pas assez vite et je pense qu'on est peut-être un peu revenu dans des mauvaises habitudes, mais le message est bien compris. Et si on veut attirer les jeunes aujourd'hui, on n'a plus le choix. Il faut qu'on adresse ce sujet-là et je pense qu'Olivier a encore plus que nous le problème. Merci. Qui veut dire encore un mot, qui n'a pas pris la parole? Olivier Girard, vous avez le mot de conclusion. Merci. Alors d'abord, je voulais tous vous remercier pour ce débat formidable et très riche. Et puis Dominique, un grand merci à vous pour l'avoir animé de façon brillante et très rythmée, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc en quelques minutes, je vais essayer de synthétiser tout ce qu'on s'est dit ici ce matin pour réussir cette révolution du Green New Deal.
J'ai vu quatre blocs, quatre ensembles. Le premier, on en a un peu parlé, peut-être pas assez parce que c'est la question préalable, c'est la question du financement du Green New Deal. On a parlé des plans de relance, on a parlé de comment aider l'innovation, on a parlé aussi ici du regard différent sur la performance des entreprises. S'il y a une chose qui doit changer sur les modèles économiques, c'est le regard sur la performance de l'entreprise et on en est tous, je pense, déjà là, c'est-à-dire que la performance sustainability est déjà intégrée dans les indicateurs, dans nos indicateurs de performance collectifs et individuels. Mais il y a vraiment une vraie question du financement. J'ai retenu le 10 à 15% supplémentaire du coût d'un entrepôt du futur. Ce 10 à 15%, on l'entend partout, dans tous les domaines. Dès qu'on va vouloir traiter d'actifs du futur, eh bien, ils porteront ce coût supplémentaire. Comment est-ce qu'on le fait pour l'intégrer dans le cycle? Donc ça, c'est la première question. Le premier sujet, c'est celui du financement. Le deuxième, c'est ce que j'appelais dans mon introduction le concevoir, déployer et ensemble, c'est le mot le plus important, grâce à la technologie, à la science en particulier, ce monde du futur. Laurence Toubiana a parlé du contrat social qu'on doit réinventer. On a parlé de 300 sociétés aériennes qui se sont regroupées. On est pleinement dans l'ensemble, là, je trouve, sur la création de nouveaux standards ou de mise en commun de moyens de R&D. On a parlé de la ville, qui est le lieu du vivre ensemble. On a beaucoup parlé d'optimisation aussi. Enfin, on a parlé des talents, parce que pour faire tout ça, il va falloir des talents. Il nous faut plus d'ingénieurs. Pour avoir plus d'ingénieurs, il nous faut des ingénieurs femmes, il nous faut des ingénieurs de diversité sociale différente, il nous faut plus de gens dans le numérique également. Ces besoins-là sont probablement sous-estimés à l'échelle des 10 prochaines années. Une rupture technologique avant, c'était tous les 10 ans. Aujourd'hui, c'est tous les 5 ans. Donc les besoins de formation, les besoins de nouveaux talents se sont grandement complexifiés. Et enfin, le dernier point avant le mot de la fin pour votre question, Dominique, sur les modèles économiques, on voit bien qu'il y a 2 temps. Il y a un temps où l'innovation scientifique va venir nous aider et ça va se faire en fonction des différentes industries dans les 5, 10 prochaines années, 10, 15 prochaines années. Et on est tous un peu stressés par ce temps-là, alors qu'on a ce même laps de temps pour arriver à cette économie décarbonée. Et donc, il y a bien un temps devant nous qui est celui de l'optimisation de ce qu'on a déjà et des actifs qu'on a déjà. Et ces gars-là sont importants et la technologie peut jouer un rôle important dans ce temps de l'optimisation pendant qu'on construit, je dirais, les actifs du futur. Et enfin, pour terminer, je dirais la France et l'Europe ont ce que j'appelle une occasion de leadership sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que c'est fait, c'est une occasion de leadership. Je pense que nous y sommes plus sensibles qu'ailleurs dans le monde. Je pense que nous y sommes davantage préparés à cause de notre histoire. Je pense qu'on forme une partie de ces talents-là et je pense que les cadres et réglementaires qu'on connaît sont déjà là et sont des choses qui nous aideront. Donc je dirais, saisissons cette opportunité de leadership ensemble. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette table ronde. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir écouté.